Bonjour à tous, voici une nouvelle entrevue avec Laetitia. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour Chantal. Laetitia que j'ai connue en 2018, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, Ouais. C'était en février 2018, à la meilleure année de votre vie de Martin Latulipe. Et Laetitia, elle m'a... Comment dire ça? En fait, elle me fait envie, voilà. Je vous dis comme ça en catimini, hein. Elle me fait envie par sa spontanéité, par sa pétillance. Puis ben, il y a l'accent toulousain. Ah, c'est ça. C'est sûr qu'il est tellement plus chantant que mon accent suisse. Donc, bienvenue Laetitia. Merci Chantal. Ah, merci, ça me touche, merci. Est-ce que tu veux dire peut-être en quelques mots qui tu es? Ouais, je veux bien. Alors du coup, je suis Laetitia. Et ben, alors, comme l'a dit Chantal, j'habite à Toulouse. Ça s'entend. Je suis mariée, j'ai une famille recomposée, on a 3 enfants et je travaille. Et avec mon mari, en fait, on a une même entreprise et j'accompagne. Alors, je suis consultante, je suis formatrice et je suis coach professionnel et on accompagne les entrepreneurs, chefs d'entreprise, femmes et hommes, les managers. Je suis spécialisée dans la cohésion d'équipe, dans le management, donc très relations humaines, vraiment bien spécifique, dans la constitution d'équipe, voilà. Donc, et puis je coach les chefs d'entreprise à être en place et à avoir un sens à ce que l'équipe peut leur apporter en fait. Ok, c'est comme... C'est clair. Ouais. Ouais, j'essaye de reformuler. Vas-y, Je t'ai coupé bien. J'ai l'impression que c'est comme si les équipes elles viennent à vous et puis que les pièces elles sont un peu sur l'échiquier, un peu brassées et que vous remettiez chaque pièce au bon endroit. En fait, c'est fluidifier le système de la gestion d'équipe, apporter de l'homogénéité pour que chacun ait son rôle et sa place et que chacun sache en fait ce que peut apporter l'autre. C'est de l'intelligence collective. Voilà. Comme les abeilles. Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que tu n'as pas toujours été en entreprise avec ton conjoint. Donc, ouais, je sais que tu as été salariée. Ouais. Donc, c'était quoi ton ancienne vie? Mon ancienne vie, j'étais assistante de direction, j'étais bras droit, commercial, mais dirigeant, par contre, de petite entreprise. J'étais toujours salariée de petite entreprise parce que je pense que j'ai une appétence à être dans des petites structures plutôt que des grosses. Donc, du coup, j'ai toujours été salariée de petites structures. Ok. Et si je te demandais quelques mots de ta vie d'avant, ça serait quoi? Juste des mots comme ça. Un salarié? Oui, quand tu étais salariée. C'est dur. Tiens, quelques mots. Tu sais... Je pense que le premier mot qui me vient, c'est frustration en fait. Je ne sais pas te dire, mais en fait, je me sentais un petit peu avec un manque de liberté de pouvoir faire un peu ce que je voulais faire. Et comme si je pouvais faire des choses, mais que j'étais limitée en fait. Je me suis sentie assez limitée dans mes anciens emplois en fait. Où je pense que du coup, j'aurais pu apporter beaucoup plus de hauteur, de choses et je me suis sentie limitée, vraiment. J'en avais pas conscience au moment. Hein. Tu vois bien que c'est en train de se mettre en place. J'en avais pas forcément hyper conscience, mais c'est vrai qu'en me posant la question, je me dis que une espèce, dans une boîte. D'accord. Et du coup, donc, quels sont les mots de ta vie de maintenant? Et puis après, on regardera comment le passage s'est fait. Hein, mais... Oui. Alors, à l'inverse, je me sens plus libre, je me sens plus moi. Je me sens, j'ai l'impression vraiment de correspondre à ce que je suis dans les faits, dans mes compétences et d'apporter quelque chose et de contribuer. J'ai une sensation de contribuer plus en fait et d'être dans ma vraie mission de vie. D'apporter en tout cas, mais c'est grâce à mon ancienne vie que j'en suis là. Hein.
hyper consciente de ça. Hein. Attention, je suis qui je suis grâce à ce que j'étais avant. Mais je sens que j'ai une contribution, qu'il y a un impact un petit peu plus fort. Oui, je vois les retours beaucoup plus forts qu'avant. Donc c'est comme si tu avais passé de je me sens limitée, frustrée, à quelque chose qui, c'est pas le mot que tu as utilisé, mais qui s'est ouvert. Oui, ouais. Mais qui s'est ouvert vers l'extérieur, mais en même temps en toi, comme tu parles. Hein, c'est comme s'il y avait quelque chose, une reconnaissance de toi-même. Oui, une reconnaissance. Et je me suis reconnectée peut-être à la puissance que j'aurais, où je me suis limitée aussi moi-même. Le fait qu'on m'ait limitée, je me suis limitée. Et peut-être que du coup, je ne me sentais pas avoir ces compétences d'être chef d'entreprise ou quoi. Et en fait, les rencontres aussi ont fait que je me suis aussi libérée. J'avais besoin de ce petit coup de psy. Alors, on en vient. Ça veut dire, quand tu décris frustration, limitation, après tu nous parles de liberté, d'ouverture, d'alignement, que ça a plus de sens, tu contribues plus. Donc c'est un gros changement. Qu'est-ce qui a été... Alors je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Quelque chose de vraiment particulier qui a fait que tout d'un coup tu t'es dit non, là c'est fini. Je veux plus de ça. Alors il y a eu des éléments personnels qui ont fait ça. Je ne sais pas si on peut en parler. Enfin, bien sûr, oui, on peut en parler parce que je pense que c'est très lié. Et voilà. C'est quand même très lié. J'ai eu un élément personnel parce que du coup, à partir du moment où j'ai appris que j'étais malade et que j'ai eu une sclérose en plaques, je crois que j'ai eu un avant et un après très frontal, très dur, mais où j'ai compris que la vie n'allait plus être la même et qu'il fallait que j'arrête. En plus, c'est une sclérose en plaques, donc je reviens sur le côté emprisonné, sclérosé, et ça m'a fait un espèce d'électrochoc en me disant je me sens trop sclérosée en fait. Donc du coup, pour éviter ça, j'ai besoin de m'ouvrir plus. Alors j'ai pas su trop comment au début, mais c'est une vraie sensation intérieure où je me suis dit il faut que je fasse un truc, il y a quelque chose à faire. J'ai une information qui m'arrive. Ok, c'est dur, mais j'ai un truc à faire. Faut pas que je le laisse comme ça. J'ai pas à subir ça. Si on m'a envoyé cette information, c'est que je dois pas être alignée avec quelque chose et qu'il me faut une espèce de petit choc là pour me dire oh, réveille-toi quoi. Fais un truc. Voilà. Pas toujours compris ça au début, mais c'est cette sensation que ça va donner. Donc ça, c'est sur le plan perso. Et ensuite, j'ai fait des rencontres professionnelles. Et la rencontre, c'est donc mon mari d'aujourd'hui, mais qui m'a fait prendre conscience de ce potentiel en fait que j'avais, qui était là, et dont j'avais pas du tout idée que je pouvais contribuer et ça. Et donc en fait, les deux mélangés, ça m'a aidé en fait. C'est-à-dire que la maladie avant m'a fait ça, je ne savais pas comment la mettre en place. Et hop, cette rencontre a fait que ça m'a dit, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est ça. J'ai compris, il m'envoie un message. Ok. Tu sais, quand tu partages ça, moi qui accompagne des gens en reconversion, il y a plein de gens qui arrivent vers moi, qui passent par la maladie. Alors pas forcément aussi, comment dire ça, n'importe. Il n'y a pas de niveau. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas la sclérose en plaques. On sait quand même que c'est une maladie qu'on dit inguérissable. Je mets des guillemets parce que moi je crois qu'il y a plein de choses qu'on peut guérir. Donc, voilà. Mais par rapport, mais j'ai beaucoup de gens qui arrivent avec des burn-out, mais aussi des douleurs physiques. Vraiment. Et je vois que c'est quelque chose qui fait bouger. C'est un déclencheur. Un déclencheur, très clairement. Et c'est un message qui est toujours un petit peu violent, tu vois. Mais je l'ai pris comme un message. J'ai pris comme quand est-ce que tu vas t'ouvrir, quoi. Puis le message, parce qu'en bas, il est très clair. Je ne peux pas faire plus que... Là, quand même, le message était clair, tu vois. Et quand je t'ai dit, je me sens comme enfermée dans une boîte, finalement, c'était ça, quoi. Donc, vraiment, il y avait un truc à faire, quoi. Moi, ce que j'admire la manière dont tu en parles et
peut-être que tu n'as pas la réponse, mais j'ai une question là dans ce que tu partages. Qu'est-ce qui a fait, parce qu'il y a des gens qui, quand on annonce une maladie, vont se mettre dans la victimisation, mais pourquoi c'est la faute à pas de chance, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, et souvent c'est même pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est pourquoi c'est moi qui ai été choisi pour un truc comme ça. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir les ressources et peut-être cette conscience quand même de dire c'est un message, je dois en faire quelque chose? Ouais. Je sais pas d'où elle me vient vraiment cette force en fait intérieure, mais j'ai cette sensation que je veux pas subir en fait. J'ai cette sensation que tout était un message et que j'ai un peu ce côté solution. J'ai toujours été tournée hyper solution moi. Donc bon, alors ok, et du coup je me suis dit bon alors ok c'est un petit problème quand même. C'est vrai que c'est quand même une problématique. Bien sûr, ça a quand même un impact sur ta vie. C'est quand même un impact, ça allait avoir un impact sur ma vie de femme, parce que je voulais un enfant, il y avait un impact sur plein de choses. Tout allait peut-être tout casser. En fait, cette maladie, elle aurait pu tout me faire. Et après, je me suis dit, mais attends, alors, je me suis mis en mode, je veux pas être en combat avec elle. Par contre, je veux pas combattre quelque chose, parce que quand on est dans le combat, je me suis dit, il va y avoir un gagnant, un perdant. Il se pourrait que ça soit elle qui gagne. Alors, pas trop envie, quoi. Voilà, donc combat, non. Alliance, je me suis dit peut-être plutôt. Pour trouver une solution, si je m'alliais à ça, est-ce que ce serait plutôt... ben, j'en ai fait une ressource, je crois, de cette maladie. Je me suis dit, bon, s'il faut elle est là, c'est peut-être un message, ça va m'aider, ça va me faire comprendre qui je suis, parce que toute maladie a une signification quand même claire et nette, et j'ai compris qu'il y avait un message à entendre, je l'ai entendu, et je me suis mis en mode, ok, on me dit qu'il n'y a pas de solution, mais moi je vais en trouver, mais qui me convienne à moi, qu'elle passe par ça ou par ça, je sais pas, mais je crois que dans la vie, il y a toujours des solutions. Donc ma ressource, je crois que profondément, c'est j'accepte ce qui s'est passé, je responsabilise personne finalement, c'est la faute à personne, je sais pas, peu importe, je trace, je vais pas perdre mon énergie, je vais trouver une solution. Ouais. Voilà, je crois que ma ressource à moi, elle est là, quoi. Je trouve que tu as dit quelque chose qui est très important, parce que j'accompagne aussi des gens, des fois, dans leur maladie. Hein. Et c'est cette notion de je vais pas entrer en combat. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Je vais me battre contre cette maladie. Et c'est vrai que quand on entre dans une guerre, bon, déjà, l'énergie de la guerre, du guerrier, voilà, je mets déjà des guillemets, mais en plus, c'est cette notion que il y aura un gagnant, un perdant, et du coup, c'est pas forcément moi la gagnante. Et cette idée de faire alliance, et j'aime bien parce que c'est aussi ce que tu fais avec les équipes. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est comme si c'est l'alliance que tu fais à l'intérieur de toi, tu pouvais la transposer après au niveau des équipes. Oui, mais c'est vrai, j'avais pas fait vraiment le rapprochement, mais quand tu le dis là, je crois à ça. Et je crois en ça en plus. Je crois au fait que pour moi c'est une amie, quoi. Tu vois, c'est comme une amie. Tu vois, alors des fois je suis pas trop d'accord avec mon amie, quoi. Tu vois, je suis pas trop hyper d'accord des fois avec ce qu'elle dit, ce qu'elle m'envoie comme message. Mais en même temps, j'ai confiance, quoi. Ouais. En fait, je me dis, si j'ai confiance en elle, elle va peut-être me le rendre. Ouais. Je sais pas si c'est une croyance, mais en tout cas, ça fonctionne chez moi. En tout cas, ça a fonctionné chez moi parce que c'est ma façon de faire. Et ça a fonctionné chez moi. Et en effet, peut-être que de le transposer et en se disant ensemble, on arrive à plus, quoi. J'ai toujours cette image de ensemble, on arrive à tous. Les animaux le font, les fourmis le font, les abeilles le font. Naturellement, les choses se font en cohésion. Seul, on fait des choses seul. C'est évident que seul on peut aller vite. C'est le dicton. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ça montre bien que quand même il y a une projection ensemble. Et je suis vraiment pour le ensemble. Et ce que je dis à mes clients, c'est que l'équipe est importante, l'équipe, les partenaires, peu importe, mais en tout cas, cette notion d'humain, cette intelligence collective, elle doit apporter à l'entreprise quelque chose. Donc si chacun est à sa place, si chacun trouve, donc pareil avec la maladie, pareil avec notre environnement, si on est chacun à notre place et qu'on a trouvé cette complémentarité,
tu vois qu'elle peut m'apporter ma maladie et que je pourrais lui renourrir et lui refaire. Peut-être qu'on va vraiment être en win-win, quoi. On va vraiment être en gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment une vision systémique en fait. Oui, et c'est sûr c'est ça. que d'avoir une vision systémique, tu te donnes plus de chances d'avancer, mais de guérir de n'importe quoi, parce que t'as pas le focus comme ça sur une seule personne ou juste sur un symptôme, quoi. C'est ça, bloqué comme ça sur le problème, au lieu de prendre de la hauteur et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que je n'avais pas vue? Ouais. Tiens, si je prenais cette personne et je la mettais là, des fois c'est simplement une remise en place dans les équipes, tu sais, oui. d'une personne, en fait, je l'avais bloquée dans un rôle, elle avait accepté le truc, et finalement, si je prenais la hauteur et que cette personne, c'était elle qui me convenait là, je mets une autre là, et hop, tout se refait. Donc, ok, on a chacun un rôle, mais ok, il faudrait une espèce d'adaptation, tu sais. Ouais, j'aime bien quand tu parles de rôle, parce que moi j'ai fait un travail, un mémoire entre autres, dans lequel on parlait des fonctions et des rôles. Ah oui. Tu sais, tu as la fonction de directeur, mais après il y a le rôle. C'est la manière dont tu vas le faire vivre, tu vas faire vivre. Et quand tu parles, moi j'ai l'impression que tu travailles plus sur le rôle justement et pas sur les fonctions. Oui, sur la place, parce que moi les fonctions et les compétences, je suis beaucoup dans le savoir-être. Ouais. Beaucoup dans le savoir-être, dans le savoir-faire, parce qu'il y a des compétences que chacun. Bien sûr. Dans la complémentarité. Donc ça, c'est important d'aller le nommer. Mais le savoir-être est hyper important pour moi. Les valeurs, ce que la personne est, ce qu'elle ressent, ses besoins, comment elle est avec ça, est-ce qu'elle est à sa place, est-ce que c'est elle qui l'a demandé, est-ce qu'on le lui a demandé, tout ça, toutes ces questions que tu poses aux gens. Voilà, dont il faut aller en profondeur, plus que sur un diplôme. Tu vois, c'est bien, tu as des compétences, tu es fort là-dedans, alors bravo, parce qu'il me faut cette compétence, je suis content de l'avoir, mais est-ce que tu es bien avec ça? Est-ce que tu es OK avec ça, avec les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs du dirigeant? Est-ce que, voilà, tout ça, c'est ça. Donc, j'essaie de reconnecter le dirigeant à ça, plus qu'aller chercher un CV avec des compétences de... Voilà, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton besoin, est-ce que cette personne elle va pouvoir s'éclater et kiffer ce qu'elle fait pour qu'il y ait zéro frustration, ça n'existe pas, mais qu'il y en ait le moins possible et que tout le monde puisse dans sa mission être en collaboration avec chacun d'entre eux. C'est assez différent d'une entreprise à une autre, mais c'est très commun, quoi. C'est le point commun. Moi, j'avais lu une étude qui parlait de chercheurs scientifiques, et il disait que les chercheurs qui réussissaient, c'est ceux qui ont une intelligence émotionnelle élevée. Et que si tu as juste des compétences, une intelligence intellectuelle, un grand QI, mais qu'émotionnellement, tu ne sais pas faire le lien entre les personnes, aller demander, recevoir, etc., tu n'as aucune chance d'avancer dans tes recherches, en fait. Et ce que tu dis, c'est la même chose pour une entreprise. Je valide parce que je le vois dans le quotidien. Je le vois vraiment dans le quotidien. Et je sens que, je ne sais pas si c'est l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas mise en avant dans le business. Dans le monde du business, en tout cas, souvent les chefs d'entreprise, alors je n'aime pas trop dire les hommes et les femmes, mais là, pour le coup... Il y a des exceptions, on va dire comme ça. Ouais. On ne travaille pas avec une femme comme avec un homme. Évidemment, l'émotion est un peu différente, mais quoique. J'en parle beaucoup dans mes coachings, dans ma façon de travailler, et je reviens toujours sur ça, sur l'intelligence émotionnelle. Très souvent, parce qu'ok, il y a la compétence réelle, parce qu'il en faut. On est d'accord que je n'enlève en aucun cas. Si tu engages une secrétaire qui ne sait pas écrire des phrases cohérentes, avec des fautes d'orthographe, de syntaxe et tout, t'es embêtante. C'est quand même, ça va te créer quand même des problèmes dans ton entreprise. Qui n'a pas fait d'études, ça va pas le faire. Non. D'accord. Alors là, on est absolument d'accord. Mais voilà, je pense que le mix des deux est indissociable. Vraiment. Vraiment. Et c'est souvent que là,
ça connecte pas. Et quand le dirigeant est pas connecté à ça, il transmet pas ça à ses équipes, mais c'est direct, quoi, je veux dire. D'ailleurs, du coup, on attire ce genre de personnes. Bien sûr. Ouais. Et c'est toujours un peu le bin, c'est un peu comme on dit chez nous, on ne sait pas quoi faire, quoi. Parce que tous les gens sont compétents réellement dans l'entreprise, mais on se dit, mais pourquoi ça fonctionne pas? Oui, en fait, tu as une somme d'individualité. Oui. Mais tu n'as pas le liant qui fait que... Voilà. Enfin, c'est comme si tu mets tous les ingrédients dans un gâteau, mais tu ne mets pas le truc. Exactement. Et du coup, ça... Hop, ça prend pas. Ça prend pas. Et on peut vraiment le faire avec la cuisine, la pâtisserie. C'est vraiment, vraiment, tu sais, les doses. Oui, oui. Je mets un peu... J'en mets trop, ah mais j'ai trop mis de sucre, ça. donc du coup je peux plus le manger ce gâteau, tu vois, il y en a trop. Et, du coup c'est vraiment la dose, et moi je suis vraiment ça, j'essaye de mettre les doses là où il faut, pas du trop, pas du pas assez, trouver la bonne, le côté un peu juste et dose. Ouais. Voilà, un peu d'amour, un peu de ça, un peu de ça, plein de petits ingrédients. C'est chouette de faire le parallèle. Oui, parce que vraiment, ça a du lien. Ça a du lien, et ça a du lien. La cuisine et les équipes, je trouve que... Et parce que ça peut faire tellement de belles choses. L'humain est capable de tellement de belles choses et on peut tellement avancer. Et voilà, et le conseil que je donne souvent à mes clients, c'est de ne pas penser individuel, quoi. Le chef d'entreprise, il a sa vision, il a ses idées, on est là pour lui amener sa clarté, mais surtout intégrer les gens qui sont avec vous, quoi. Amenez-les à être dans vos projets, expliquez tout ça, parce que si vous avez les bonnes personnes, là, ça va exploser. Mais ça va vite, vraiment, hein. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Ouais. Et tu as dit quelque chose, tu as dit expliquer. Et moi, je trouve que dans beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'implicite. Oui, et il y a de l'explicite affiché, mais qui n'est pas vécu. Oui. Tu vois, moi, je voyais où je travaillais avant, je pense qu'on a passé 3-4 journées à faire une magnifique charte avec des valeurs affichées qui étaient exposées dans le hall d'entrée. Et en fait, dans le quotidien, ce qui m'a mis beaucoup à mal, moi, il y avait beaucoup d'incohérences parce que ces valeurs, elles n'étaient pas respectées. Dans certains cas, je dis pas, même si tout le monde y adhérait, dans le fonctionnement, elles n'étaient pas honorées quelque part. Et ça a créé beaucoup de mal-être chez les gens parce que il y a quelque chose, c'est comme s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas la cohérence, mais en plus il n'y a pas de la compréhension. Mais pourquoi ça va pas? Pourquoi je me sens mal? Pourtant, c'est tellement beau ce qu'on veut faire. Mais parce que la question qui va derrière la valeur, parce qu'on dit oui, c'est quoi tes valeurs? Bon, ok, mes valeurs, mes 3 premières valeurs, mes 5 premières valeurs, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour honorer ces valeurs? C'est ça. Est-ce que tu les nourris, ces valeurs? Parce que c'est bien beau de les afficher. Elles sont écrites dans l'entreprise, on a mis des chartes graphiques, on a mis des couleurs même. Ah oui, non, c'était très beau ce qu'on avait fait. Des graphismes, ça donne envie. Oui. Hein, sur le papier. Souvent, c'est magnifique. Les gens disent, sur le papier, ça donne envie. Sur le papier, c'est vrai que ça donne envie. Oui. Mais ça va au-delà du papier. Quel acte tu mets derrière chaque valeur pour les honorer au quotidien? Donc c'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Et est-ce qu'on est en accord avec ça? Et du coup, si j'ai cette valeur-là, la valeur famille, elle est hyper importante pour moi, même en entreprise, parce qu'il y a des gens qui aiment cette valeur-là. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour l'honorer? Est-ce que tu vas vers l'autre? Est-ce qu'on fait des petites réunions familiales? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour au quotidien nourrir ces valeurs? Si tu fais pas d'actes derrière ça, c'est des mots. C'est ça. Qui n'ont pas de consistance. Ils sont pas, voilà. Et du coup, il n'y a pas le lien, il n'y a pas, comme dans la pâtisserie, il n'y a pas cette petite maïzena ou cette petite farine qui va faire ce que la béchamel. Ouais. Mais je trouve que ça va même plus loin parce que c'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, mais c'est aussi quand on a un problème. Tu vois, souvent moi je voyais, on ressort l'ancien. On ressort le côté guerrier, le côté j'ai tort, il a raison, enfin le côté, tu vois, des stratégies qui sont plus en lien avec nos valeurs. Et je trouve que parfois c'est difficile quand dans le stress ou justement quand il y a des conflits, des problèmes qui arrivent, de se dire attends, si je suis alignée sur ces valeurs qu'on a affichées et qui sont importantes pour moi, comment avec ces valeurs-là je vais régler
mon conflit ou mon problème. Hein. Bah, oui. Mais alors, et ça là, vient chercher et ça. Là, il y a plein d'outils dans la cohésion d'équipe à mettre en place, dont Très la clair. communication non violente, dont la communication assertive, parce que dans toute équipe, il y a de la communication. Et c'est de la manière dont on communique que tout va dépendre en fait. Ouais. Si j'ai un dirigeant qui communique très mal ces choses, ces projets, si on est dans l'ego, si on est dans le tu as fait ça, c'est pas bien, tu vois, dans ce manque-là de connexion, et ben alors tu n'as pas des équipes épanouies, et ben alors tu mets pas en place les valeurs que tu as affichées dans ton entreprise, et alors il y a des frustrations dans les deux sens, et il y a de l'incohérence, forcément quoi. Parce qu'après, il y a derrière de la communication, et de la communication, de la vraie communication, pas de la... Oui, et après, ça impacte même sur les ventes. Hein. Enfin, je vois... Tout le process. Oui. Évidemment, évidemment. Il y a des services, le service commercial ou le service marketing, ou le service qui fonctionnent pas entre eux. Alors, ils fonctionnent... Nous, on a souvent, individuellement, ils fonctionnent hyper bien. Oui. Mais voilà, nous on forme des équipes d'un peu plus grosses entreprises parce qu'ils ne communiquent pas entre eux. Mais par contre, l'entreprise fonctionne hyper bien, sur les chiffres, je veux dire. Oui. Sur le papier, ça fonctionne bien. Sauf qu'au quotidien, bah, tu sais, tu as entre les services, oula, ça grippe un peu. Tu vois, il y en a un qui, ouais, mais lui se prend pour qui? Il y a un service supérieur avec l'autre service supérieur. Donc nous, notre job, c'est d'aller reconnecter les gens, en arrêtant de dire que c'est des services qui sont différents. On est en train de parler de compétences, on n'est plus en train de parler d'humain. Oui, c'est ça. Et là, ça marche. Et l'humain se sent très mal dans des entreprises comme ça. Bah oui, qu'est-ce qui fait, pourquoi les grosses boîtes ont ce problème-là de burn-out et de machin et de manque. J'entends souvent. Je suis plus alignée aux valeurs, je suis plus ça, tu l'entends tout le temps. C'est les premières choses qui arrivent quand on a envie de partir et qu'on pète les plombs et qu'on arrive jusqu'à des maladies. Voilà, le maladie, hein. Franchement, il faut le garder ça. Il y a du mal qui a été dit. Oui. Là, stop. On dit du mal des gens, on dit du mal des gens entre eux, on dit du mal de machin parce que l'autre il est comme ça. Ça c'est mauvais. Ça c'est de la gangrène quoi. C'est bon pour rien quoi. Oui, et en fait c'est un mécanisme de défense. Et moi je vois, je l'ai beaucoup utilisé avant de quitter, si tu veux. J'étais très critique envers. Moi je travaillais dans une institution, envers la manière de diriger l'institution, envers j'ai eu plusieurs directeurs, les directeurs que j'avais. Mais parce que moi, j'étais mal. Et plutôt que d'aller regarder ce qui se passait chez moi, j'allais regarder certaines choses, mais pas tout. Mais pas tout. Ouais. Et en tout cas pas que j'étais mal dans mon boulot. Parce que toute une partie de mon travail me plaisait énormément. La transmission, accompagner les élèves, trouver des processus pour qu'un maximum puisse avancer. D'ailleurs, je le fais avec des adultes maintenant, c'était quelque chose qui me motivait. Donc, je ne voulais pas voir qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas et qui m'impactaient vraiment. C'est ça. Voilà. Donc, on entre dans la critique, effectivement. Ouais. Et là... notre rôle, il est là d'apporter, d'accompagner les gens en ce sens et d'aller leur mettre un peu de conscience dans ce qu'il y a, dans ce qu'ils peuvent vivre. Ça fait partie de notre contribution, en tout cas nous, dans l'entreprise avec Gérard, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire voilà. Puis en plus à deux, je trouve qu'on est assez complémentaires et que du coup on va aller chercher plusieurs points et voilà, c'est ça qui amène, je pense, une plus-value. Quand tu as changé, tu as passé de salarié à entrepreneur, alors bon, tu l'as fait avec Gérard, donc vous étiez deux, mais est-ce qu'il y a eu des peurs quand même? Est-ce que tu as traversé des peurs, des inquiétudes en te disant... Ouais, j'ai traversé la peur. Alors j'ai eu à un moment donné, avec un peu l'argent, je m'étais dit... Ouais, ça voilà. J'aurais demandé. Ouais, peur de ne plus avoir assez ou bien? Ouais. Et après, quand ça allait pas forcément des fois très bien, parce qu'une entreprise, ça vit. Donc dans une vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça va, des rythmes de croisière, des moments où c'est un petit peu plus la tempête. Et là, ça amène un peu plus de peur, d'inconfort, de se dire, oula, on est deux sur le même bateau, si ça va plus,
bon, après on a la force, je pense, à deux pour dépasser tout ça. Mais si ça va plus, qu'est-ce qu'on risque de perdre? Et là, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais, si ça va jusqu'à perdre ma maison, perdre... Tu sais, alors là, on revient sur le besoin primaire dans la pyramide de Maslow, quoi. Ouais. Des fois, on fait des ascenseurs dans la pyramide qui sont assez violents, quoi. On arrive à monter, une fois qu'on est là-haut, qu'on voit tout ce qui se passe, et d'un coup, là, on se dit, ah, mais en fait, attention, quoi. Tout n'est pas tout le temps bon, et donc il pourrait y avoir, voilà, la peur, elle est là, mais après, j'ai pas des peurs. Non, mais suis je pas parlais pas. motivée par ça. J'ai plutôt je suis plutôt quelqu'un d'anxieux. Ouais, donc c'est plutôt le vélo Voilà. un peu dans ta tête. Ça. Là, tu vois, Ouais. et là, plutôt anxieux. Et je crois tellement en nous, en ce qu'on peut faire, à notre manière de rebondir, à cette façon qu'on a de s'adapter à des situations. Je crois tellement en tout ça que je sais pas que j'ai peur de rien, mais je me dis, oh là là, ça va quoi, on a mon santé, allez, on va trouver, quoi qu'il arrive, je trouverai une solution pour rebondir et pas que ça soit un échec, tu vois, que ça, j'ai enlevé ça quoi, de ça parce que je crois que j'avancerai pas en fait. Ouais. Ça m'enlèverait de mon élan d'entreprendre parce que entreprendre c'est beau, mais ça demande du courage, ça demande des moments Alors nous on est deux, alors ça va, mais si j'avais été seule à entreprendre, peut-être que j'aurais plus de peur, tu vois, j'aurais peut-être plus... Ouais. Moi on était à deux, ça change les choses, je le dis parce que vraiment ça change les choses, ça change la donne complète. En même temps, il y a les avantages et les inconvénients. Parce que tu as parlé des deux. Ah oui. Tu as l'avantage que quand il y en a un qui est en bas, l'autre il est peut-être en meilleure énergie, puis il va peut te tirer. remonter. Enfin, ça peut faire comme ça. Et en même temps, c'est que si tout d'un coup il y a vraiment un gros Ah oui. problème et Super, que ça va super. pas du tout, Ah oui, eh ben il y a pas. Si ton conjoint il est encore salarié ou qu'il a une autre entreprise, tu peux peut-être dire, bah, je parle surtout financièrement là. Financièrement, il y aura au moins cet apport-là. Tandis que là, vous êtes les deux sur le même bateau, je dirais. Ouais. Mais je sais pas, je crois en la vie. Je sais pas dire pourquoi je sais pas. Non, mais c'est pas. Après, c'est. On n'est pas obligé d'en avoir, mais moi je vois beaucoup de gens qui sont salariés, puisque je fais ce travail, et qui ont très peur de partir comme entrepreneur Oui. parce que C'est au la base, départ c'est financier. c'est La la plupart base. du temps La c'est base, tout le temps, financier. c'est ça. Nous, nos clients, ils nous disent exactement ça. Ouais. Moi, je veux pas me lancer parce que je sais ce que j'ai. Ouais. Je sais ça. Qu'est-ce que je vais avoir? Bah, après, du coup, après, on arrive à se projeter, on a une vision. Et donc, peut-être le fait que de travailler tout le temps sur ça, sur notre vision, sur la Ouais. manière de voir, de visualiser les choses, d'avoir des petits plans B, des plans C, tiens, s'il se passe ça, on peut faire ça. Tu vois, en fait, à force de le faire, Ouais. je pense que du coup, on prend confiance en ça parce que c'est un automatisme. Parce que du coup, je me dis, bah, tiens, si jamais, parce qu'on l'a pris en compte ça, si jamais ça doit vraiment, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoute, moi j'ai des compétences, lui il en a, on va bien trouver un moment pour s'en sortir. Ouais, Je ouais. vais travailler, peu importe, mais je vais trouver. Elles se sont pas Non. évaporées les compétences, tu vois. Ouais. Donc Mais c'est vraiment danser avec ces moments, Oui, c'est ça. ces moments de doute, ces moments où il y a plus de confusion et puis après il y a de la clarté. Par contre, tu as quand même dit quelque chose qui est important. Il y a la vision. Moi, je parle de phare. oui. Ça, il y a quand même ça. Tu peux T'as être un dans cap, la, hein, t'as un cap. tu peux être dans la tempête. Ton bateau, il tourne sur place ou il est même carrément opposé à ton phare. C'est ça. Mais tu sais que le phare, il est là-bas et tu vas C'est ça. tu vas mettre de l'énergie pour revenir dans Voilà. la direction dans laquelle tu veux aller. C'est ça. Tu as le cap, tu as la vision et après, dans le chemin, de là à là, tu as juste des moments, c'est une traversée. Vraiment, la navigation, elle a une très forte, Ouais. je trouve, belle métaphore avec l'entrepreneuriat. Il y a des moments où il y a le soleil, où tout est ok, où la mer est assez calme et ça coule assez tranquillement, le vent est favorable. Et puis d'un coup, bam, il y a une tempête, il y a un truc qui se passe que tu n'as pas vu venir. Pourtant, le navigateur, lui, il a quand même sa carte, il sait où il faut aller et son cap, il ne le loupe pas. Ah, c'est Donc même sûr. s'il passe par là, comme il sait où il va aller, il va retrouver l'autre chemin pour détourner
son souci du moment, quoi. Et le chef d'entreprise, il est là-dedans constamment. Ouais, Constamment. Donc, il faut naviguer, il faut savoir nager. Ouais, puis il y a des moments où on navigue avec le vent. Et oui, c'est ça. Tu as juste la les voiles, voilà. voilà. Puis il y a des moments où tu peux pas utiliser la voile, puis il faut sortir tes rames, Voilà, puis y aller un bout. C'est exactement vraiment ça. ça, Quoi. Et quand tu as pris ça en compte, bah du coup, tu crois en ça. Tu dis, bah Oui. voilà, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je sais. Et puis après, tu le vis, et voilà, tu apprends. Oui, puis je pense qu'avec l'expérience, il y a la confiance aussi ça. qui augmente. Bah oui. Le Tu te dis, bah, j'étais capable. Parce que de tu dis, traverser on a cette déjà tempête. traversé ça, Bah donc oui. je pourrais aussi traverser ça, il n'y a pas de raison. Bah ouais, c'est pas la même tempête, il y a un peu plus de bourrage que là, il y a un peu plus... mais j'y suis allée déjà, je connais. Ce qui fait peur, c'est quand la peur, c'est parce qu'on ne sait pas. Bien sûr, l'inconnu fait peur. La peur, mais c'est la peur qui fait peur. Mais c'est aussi dans l'inconnu qu'on découvre des trésors. C'est magique, c'est magique. Laetitia, on arrive au bout de cette interview et je voulais te demander si tu avais un seul conseil à donner aux gens qui sont dans l'hésitation là, se dire est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, ça serait quoi? Ce serait de vous connecter vraiment à ce que vous ressentez, votre premier ressenti. Je crois qu'il est vrai, il faut s'écouter. Est-ce qu'on a vraiment les réponses à l'intérieur? Je le dis, ça paraît hyper bateau. Hein. Là, on reparle de bateau. ça paraît bateau, mais dans l'expérience et dans le quotidien, c'est ça. On a souvent cette connexion et on sait ce qu'on doit faire, mais on a les peurs qui arrivent. Ouais, l'argent, on en a parlé de tout ça. Moi, le conseil que je donne à mes clients, c'est ça, c'est d'abord se connecter à ça, et puis de poser les choses, de se visualiser, de mettre son cap, de mettre sa feuille de route pour tracer son chemin, et en se disant qu'il y aurait peut-être des petites choses qui vont arriver, mais je suis prêt, quoi. Ouais. Préparez-vous, en fait. Tout est préparation, c'est comme un sport. Voilà, et plus on se prépare, et plus on s'entraîne, et moins on a peur des coups, moins on a peur de tout ça, et plus on est habitué, quoi. Donc, préparez-vous, croyez en vous, croyez aux humains, croyez en votre force, et voilà, tout est juste, tout doit se faire. Et si c'est en vous, et si profondément c'est ce qui vous touche, donnez-vous les moyens de ça, parce que vous aurez la capacité. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir, merci à toi. Vraiment beaucoup de plaisir. C'était une première. Oui, c'était une première pour Laetitia. Et moi, c'était une première sans mes questions un peu guides que j'utilise parfois. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Et puis, eh bien, sous cette vidéo, vous trouverez les liens pour retrouver Laetitia. Tu peux peut-être juste nous dire comment s'appelle au moins votre entreprise, oui, comme ça. Cap Manager. Voilà. Du coup, il y a une histoire de phare aussi. Une histoire de phare, de bateau toujours. Et j'ai une entreprise de coaching qui s'appelle Valorem. Parce que valoriser l'humain, c'est important. Voilà. Alors, donc vous retrouverez les liens pour retrouver Laetitia sur les réseaux sociaux. Voilà. Et prendre contact éventuellement avec elle. Voilà. On vous attend. Merci. Merci. Bye bye à tout le monde. Ciao, ciao. Bye.